Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de l'insoumission.fr Béranger Sernon. Bonjour. Béranger, vous êtes cheminot, syndicaliste CGT et comme de nombreuses figures des luttes, vous êtes candidat sur la liste de la France Insoumise en vue des élections européennes, aux côtés donc de syndicalistes, d'autres figures des luttes, d'inspecteurs du travail, de lanceurs d'alerte, de militants associatifs. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi d'être candidat sur la liste La France Insoumise ? Alors j'ai fait le choix, j'ai pris la décision d'être candidat parce qu'aujourd'hui on est dans une urgence sur plusieurs points. L'urgence climatique bien évidemment, l'urgence sociale où on voit qu'on est en train de perdre énormément de droits, qu'on est en train de taper sur les ouvriers de manière très forte, de manière très violente, et puis la montée de l'extrême droite qui doit être combattue de toutes les forces possibles. Et donc voilà, il y a le constat aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on franchisse toutes et tous un cap et qu'on s'engage. Dans le milieu syndical, dans le milieu politique. Et quoi de mieux de s'engager dans le milieu politique qu'en étant candidat, ou en tout cas, pouvant donner de l'aide, pouvant apporter aussi notre expertise en tant que salarié, en tant qu'ouvrier, et aider justement à ce que, notamment la liste de l'Union populaire, entre autres, mais faire en sorte que cette liste correspondent le plus possible déjà dans l'attente des gens et correspondent aussi au monde réel dans lequel on vit et qu'il n'y ait pas justement ce décalage qui ressort trop souvent où on nous explique que les politiques ils sont déconnectés, que ça va rien changer parce qu'ils sont tous pourris, etc., etc. Voilà, moi ce discours-là, je ne peux plus l'entendre parce qu'aujourd'hui, on est dans une telle situation d'urgence qu'il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et donc, pour faire tout ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'engager tout simplement. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'élément déclencheur qui vous a poussé à devenir syndicaliste CGT ? Quelle est votre conception de l'engagement syndical ? Je me suis engagé très rapidement dans le syndicat, tout simplement déjà parce que, en tant que cheminot, en tout cas à la SNCF, les syndicats sont très présents, sont très représentés, et il y a une grosse activité syndicale de mener. Donc forcément, il y a tout de suite eu ce lien entre le syndicat et les salariés. J'ai pris le temps de la réflexion quand même, de regarder un petit peu qui proposait quoi, de discuter aussi avec ses représentants syndicaux, et j'ai tout de suite compris qu'il y avait le discours de l'entreprise, le discours de la direction, et puis le discours des syndicats. On avait bien souvent des différences assez importantes. Je me rendais compte aussi que souvent, les syndicats nous apportaient des éléments bien plus importants, bien plus fondamentaux, on va dire, sur la compréhension de pourquoi aujourd'hui on a telle réglementation du travail, pourquoi, par exemple, quand je suis entré dans l'entreprise, j'avais une retraite qui me permettrait de partir à 50 ans. Voilà, ça nous permettait aussi de comprendre où c'est qu'on arrivait, le milieu dans lequel on arrivait. C'était pas juste le monde de l'entreprise et basta. Il y avait bien plus que ça, il y avait toute une histoire derrière. Et donc, c'était super important aussi de renouveler aussi, on va dire, ce lien syndicat, ouvrier, salarié. Et donc, j'estimais qu'il y avait d'une part la reconnaissance du travail fait par les délégués sur le terrain, mais il y avait aussi l'importance, moi aussi, d'apporter, entre guillemets, ma pierre à l'édifice. Et pour moi, l'engagement syndical, il est super important parce que, on le voit, sans syndicat, il n'y a pas d'avancée sociale. Sans lutte, il n'y a pas d'avancée sociale. Et ceux qui portent les luttes aujourd'hui, ceux qui représentent les luttes, justement, ce sont les syndicats, ce sont les syndiqués. Alors bien évidemment, on a des sympathisants aussi, mais pour qu'un syndicat puisse vivre, puisse faire vivre la démocratie ouvrière, la démocratie salariale, eh bien, on a besoin d'avoir des syndicats forts, et on sait pertinemment que dans une négociation, on est deux, et plus les syndicats ont de poids, plus la direction a des difficultés à imposer ses choix. Sûr. Donc il y avait tout ça derrière. Et l'engagement syndical, c'est aussi quelque chose qui est hyper enrichissant d'un point de vue personnel. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens extraordinaires, des échanges, des tranches de vie auxquelles on n'aurait pas accès si on n'était justement pas syndiqué. La rencontre aussi avec des personnalités, des directions d'entreprise, des personnalités politiques que le monde syndical justement côtoie, comme si on était sur un même rapport, sur un même pied d'égalité. Et c'est ça qui est plaisant aussi, c'est de se rendre compte que finalement, quand on n'est pas syndiqué, on ne se rend pas forcément compte de tout ça, alors que quand on est syndiqué, je ne vais pas dire qu'on entre dans une autre dimension, mais en tout cas, il y a un véritable apport, et on voit énormément de choses qui est hyper enrichissant d'un point de vue personnel et qui nous fait vachement grandir et prendre en maturité aussi. Très bien. Et ça me permet de faire la transition
sur le contexte aujourd'hui dans le pays. Tu as parlé donc de l'apport en termes de défense des conquêtes sociales par les syndicats, par leur combat. Aujourd'hui, on est dans un contexte où Emmanuel Macron et Bruno Le Maire accélèrent activement le recul de ces conquêtes sociales. Donc on a tous en tête le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, les annonces qui ont été faites, la réforme de l'assurance chômage, avec la réduction de la durée d'indemnisation. On a aussi en tête l'annonce de M. Macron dans son souhait d'augmenter la TVA, qui est l'impôt le plus injuste en France. Bref, il y a toute une tripotée d'annonces. Et est-ce que tu peux nous dire un mot, en fait, aujourd'hui sur comment on combat ces offensives sociales? Comment tu l'analyses? Déjà, il y a quelque chose de très important. Moi, par exemple, je fais partie de la génération Y, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans une période de crise, entre guillemets. Un coup, c'est la crise sociale, un coup, c'est la crise écologique, un coup, c'est la crise financière, un coup... Enfin, voilà. Donc, on est dans un perpétuel... mouvement entre guillemets de machine à laver où on nous explique que ça va pas, c'est la catastrophe, etc., etc. Donc déjà, c'est très difficile de prendre le temps de se poser, de regarder et de pouvoir construire. Il y a aussi le problème de se dire, de réussir à se convaincre qu'on peut sortir de ce modèle capitaliste aujourd'hui où tout doit être argent, tout doit être rentable, et se dire que non, c'est pas comme ça que doit être conçue la société, c'est pas comme ça que doit être conçu le monde, et donc c'est difficile de sortir de ce carcan-là. Et moi, je me rends compte, j'anime beaucoup de formations syndicales pour justement sensibiliser, notamment les jeunes, mais pas que rien n'est acquis et surtout que tout a été obtenu par la lutte. Quand on parle par exemple des 5 semaines de congés payés, on a l'impression qu'on a toujours eu ces 5 semaines de congés payés, alors que c'est pas vrai et que c'est pas si vieux que ça. Mais pour autant, eh ben on se dit c'est acquis et puis ils vont pas revenir dessus, c'est pas possible. Alors que si, bien sûr que si, qu'ils risquent de revenir dessus. Et donc voilà, il y a tout ce travail-là de sensibilisation, d'explication et de réussir à faire prendre conscience que si on ne lutte pas, si on se laisse faire, forcément c'est la porte ouverte à toutes les dérives et surtout à la régression sociale. Il y a aussi les besoins d'explication de mots, par exemple, eux, quand ils parlent de réforme, forcément, s'ils parlaient de dégradation, l'impact ne serait pas le même. Donc les gens se disent, c'est une réforme, donc ouais, c'est pas trop catastrophique. Puis ils nous expliquent que c'est pour notre bien, donc en plus, oui, c'est comme dire, croire, quoi. C'est comme dire les plans de sauvegarde de l'emploi à la place des licenciements. De sauvegarde de l'emploi, alors que le mec il supprime 1000 emplois. Enfin, ton plan de sauvegarde, garçon, il est un peu bizarre quand même, quoi. Donc voilà, ça joue aussi, et donc c'est à nous aussi de nous adapter à ça. Le monde est en perpétuelle évolution, mais nous aussi syndicalement, politiquement, on a besoin nous aussi de nous adapter parce que les générations ne sont pas les mêmes, parce que les perceptions des choses ne sont pas les mêmes. Je vois notamment mon papa, par exemple, il a 60 ans, très clairement, la question de l'écologie, c'était pas du tout au cœur de ses préoccupations. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, ouais, l'écologie, c'est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Donc voilà, faut jouer sur tout ce panel-là, et c'est hyper important. Je le dis aussi hyper souvent avec les jeunes, c'est savoir d'où on vient pour savoir où on va, quoi. Parce que sinon, on risque de se perdre, et surtout, on risque de répéter les mêmes erreurs qui nous ont posé un certain nombre de problèmes par le passé. Et tu as dit que tout est obtenu par la lutte. Donc les conquêtes sociales sont le fruit de grandes mobilisations, de grands mouvements sociaux. Et il y a quelque chose qui a été obtenu par la lutte en France aujourd'hui, et pendant de longues années, c'est la construction d'un service public ferroviaire. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un mot de la responsabilité de l'Europe dans le démantèlement de ce service public qui est attaqué de manière régulière? On sait que la Commission européenne menace l'État français de sanctions, a déjà pris des sanctions. On a été obligé de supprimer 500 emplois et d'abandonner 30% du trafic. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette responsabilité de l'Union européenne dans la déconstruction du service public ferroviaire? On a un modèle de société aujourd'hui, en France en tout cas, avec des services publics forts et notamment des entreprises nationales qui étaient une fierté. Une véritable fierté pour tous les Français. Je pense qu'il n'y a pas un Français qui n'est pas fier d'avoir le TGV, d'avoir un réseau ferré comme le nôtre, etc., etc. Malheureusement, la conception de l'Europe aujourd'hui, c'est de tout libéraliser, c'est d'ouvrir la concurrence, parce que, soi-disant, la concurrence va permettre d'améliorer telle ou telle chose, va permettre à la SNCF de se remettre en question, etc., etc. Bon, la réalité, c'est que déjà, la concurrence, elle ne va pas aller là où elle risque de perdre de l'argent.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on avait un réseau qui permettait d'avoir un territoire quasiment entièrement desservi par le train. Donc, ce qui permettait à des territoires d'être désenclavés, de se développer économiquement, aux gens aussi de pouvoir voyager, de pouvoir aller voir leur famille, etc. etc. Et l'Europe a décidé que tout ça, c'était fini. Qu'il fallait faire du business, que l'ère du service public qui n'est pas rentable et qui ne rapporte pas de l'argent, c'était fini. Et donc, fin de l'histoire, on casse 80 ans d'une entreprise historique, d'une entreprise qui a fonctionné, qui a créé des choses extraordinaires avec le TGV, mais pas que. Tout ça sous le dogme de l'ouverture libre et non faussée, et qui est clairement un dogme. Parce que si aujourd'hui on en tirait le bilan, mais ce serait évident que la seule réponse aux besoins, aux gens, c'est le service public. Il n'y a pas autre chose qui peut fonctionner, qui peut réussir. Parce que à partir du moment où justement l'argent, en tout cas le cash, ne rentre pas en compte et on se dit oui, ok, peut-être que la petite ligne au fin fond de la Creuse ou de je ne sais où nous rapporte pas de l'argent, mais en tout cas elle permet à des gens de voyager, à des gens d'aller travailler, etc. Oui, on la maintient. Sauf que dès qu'on fait rentrer le sujet du cash, le sujet de l'argent, forcément, il y a des gens qui sont pénalisés, il y a des lignes qui sont fermées et aujourd'hui on voit ce qui se passe avec le fret. Le fret, c'est l'exemple le plus criant. Il y a à peu près 10 ans de décalage entre l'ouverture à la concurrence au fret et l'ouverture à la concurrence aux voyageurs. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le fret ferroviaire, on n'a jamais aussi peu transporté de marchandises. On a une entreprise fret SNCF qui est au bord du gouffre et on n'a jamais eu dans le même temps autant de camions sur la route. Et le pire du pire dans tout ça, c'est la SNCF. La SNCF, c'est le premier transporteur routier. Société nationale des chemins de fer, qui se retrouve premier transporteur routier. Je veux dire, on marche complètement sur la tête, et à partir du moment où, justement, on n'a pas un État qui dit « moi, je mise sur le train, moi, je crois au train, et je crois en plus au service public », forcément, on ne peut pas y arriver. Puis on voit en plus les dégâts dans les pays frontaliers, par exemple au Royaume-Uni. Les conséquences de la libéralisation du secteur sont catastrophiques en termes de prix, de tarifs, d'accidents ferroviaires. Et donc, il y a des exemples. De toute façon, l'ouverture à la concurrence, ça ne peut pas marcher. Je vais prendre l'exemple des TER, des trains express régionaux, parce que c'est les trains du quotidien, c'est les trains que vont prendre les gens tous les jours. L'ouverture à la concurrence, ça va changer quoi? Ça va être le même matériel, les mêmes infrastructures, les mêmes agents, mais avec une différence fondamentale. C'est que l'entreprise privée, elle va vouloir faire de l'argent. Donc forcément, qu'est-ce qu'elle va faire? D'une part, elle va dégrader les conditions de travail, elle va renier sur la sécurité, et en plus de ça, ceux qui vont passer au tiroir caisse au bout du bout, c'est les usagers, qui vont devenir des clients. Bien sûr. Et face justement à ce contexte, face à la mise en concurrence accélérée depuis 10 ans, tu l'as dit, il y a des moyens de lutte qui existent pour s'y opposer, et la grève est l'un des moyens qui a été reconnu comme l'un des plus efficaces en fait, pour obtenir, tu l'as dit, des conquêtes sociales, mais aussi protester contre ce genre de détricotage, de découpe en tranches du service public. Mais on sait qu'à chaque mouvement social, on l'entend sur les chaînes de télé, sur les radios, un peu partout, il y a cette petite musique anti-gréviste qui circule. On se rappelle de la formule la gréviculture, on se rappelle des fake news propagées par beaucoup de médias et de politiques sur les rémunérations de grévistes qui seraient faramineuses. On avait l'impression qu'ils vivaient dans des villas en entendant ces news ou d'autres chaînes de ce type. Et aujourd'hui, donc, il y a une question quand même qui se pose qui est celle de la remise en cause du droit de grève. Il y a des attaques successives contre le droit de grève. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces atteintes, ces attaques contre le droit de grève et comment, en tant que cheminot, en tant que syndicaliste, tu les as toi-même vécues en fait? Les grèves, c'est toujours des moments très particuliers parce que c'est des vraies tranches de vie. C'est un moment qui est compliqué. On nous donne beaucoup de notre temps, forcément. On perd de l'argent, parce que contrairement à ce que certains nous disent, on n'est pas payé quand on est en grève, parce que sinon, clairement, je serais tous les jours en grève. Mais on n'est pas payé quand on est en grève. Donc ça, voilà, c'est le genre d'argument qu'on peut entendre à la télé qui est absolument hallucinant. Je me dis, même les gens, comment ils arrivent à y croire, parce que franchement, c'est tellement conceptuel, l'histoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la grève,
c'est l'arme des travailleurs, c'est ce qui nous a toujours permis d'obtenir des avancées sociales, c'est ce qui peut faire tomber un gouvernement, c'est ce qui peut faire changer du tout au tout, et donc forcément, ils en ont peur. Forcément, ils vont chercher systématiquement à le museler, à le réduire. À la SNCF, on l'a vécu, puisque avant, voilà, il y avait un préavis de grève, on faisait grève. Maintenant, il faut se déclarer en avance. Il faut dire 48 heures au plus tard, je serai en grève, pour qu'ils puissent anticiper le plan de transport. On a toute une organisation qui s'est mise en place pour pouvoir remplacer les grévistes et avoir un minimum d'impact pour les usagers. Voilà, donc il y a tout un stratagème qui est mis en place aujourd'hui par le gouvernement, appuyé par la majorité à l'Assemblée nationale, et qui pousse à réduire au minimum les grèves. Et pour eux, alors ils vont vous dire, non mais on préserve le droit de grève. Ouais, alors si vous pouvez faire grève de minuit à 3 heures du matin quand vous emmerdez personne, ça nous irait très bien. Sauf que la grève, c'est un droit fondamental, c'est inscrit dans la Constitution. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, c'est pas rien. Et d'attaquer sous cet angle-là, alors que déjà dans un conflit on est deux et on l'oublie systématiquement, on va systématiquement pointer les salariés, pointer les ouvriers, et puis surtout on oublie que systématiquement c'est parce qu'il y a des régressions sociales. Aujourd'hui on n'arrive même plus à avoir de grèves offensives, on est systématiquement sur des grèves défensives. Donc forcément, ils ne peuvent pas nous expliquer qu'ils vont réduire les droits au chômage, augmenter l'âge de départ à la retraite, et se dire ils vont rien faire, ils vont rester tranquilles et puis ils vont accepter ça. Bien sûr que non qu'on ne va pas accepter ça. Et bien sûr que oui qu'on va faire grève. Alors c'est compliqué parce qu'aujourd'hui il y a une telle précarité salariale avec des CDD, des intérimaires, des très petites entreprises où on se doute bien que dès qu'on fait grève c'est très compliqué et ça peut poser des gros problèmes. Mais aujourd'hui la possibilité de faire grève existe encore et on fera tout pour la garder. Et je trouve que c'est malheureux qu'il y ait des gens qui remettent ce droit fondamental alors que c'est ce qui leur a permis d'avoir des semaines de congés payés, c'est ce qui leur a permis d'avoir une retraite, c'est ce qui leur a permis en fait tout ce qui bénéficie dans la société. Ça a systématiquement été parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y a eu des conflits sociaux. Il n'y a jamais eu un patron qui s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais donner ça à mes salariés », ça n'existe pas. C'est parce qu'il y a eu des luttes. Et la répression syndicale, les attaques contre le droit de grève, c'est pas anodin et ça montre une société qui aujourd'hui, plutôt que de pointer ceux qui posent réellement problème, ceux qui ne produisent pas mais qui s'enrichissent, préfère pointer malheureusement les salariés et les ouvriers qui eux sont créateurs de richesses et qui créent de véritables richesses. Bien sûr. Et tu as dit qu'il y avait différents modes opératoires dans la grève. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les différents modes de grève qui existent et selon toi, quel est la grève, le mode opératoire de la grève le plus efficace pour remporter des conquêtes? Pour moi, il n'y a pas forcément un modèle unique qui nous permettrait de systématiquement gagner. Tout simplement parce que sinon on l'utiliserait et qu'on on serait tous riches, on serait tous heureux et on vivrait tous en harmonie, tous ensemble. Bon, une fois qu'on a dit ça, forcément, il y a des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres. Celle qui sera universelle, celle qui sera pour moi la seule véritable arme, entre guillemets, contre les attaques du gouvernement, mais de l'Europe, de je ne sais qui, c'est la grève de classe, de masse et dans le temps. Voilà. À partir du moment où on a justement cette cohésion sociale, où justement toute la classe ouvrière se réunit de manière massive, arrête l'outil de production, le gouvernement il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. À partir du moment où il n'y a pas de création de richesse, il ne pourra pas s'en sortir et il sera obligé de négocier, il sera obligé de lâcher des choses. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi aujourd'hui. C'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. On le voit, il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de conflits sociaux. Pour autant, ils sont éparpillés, ils sont dispersés et ils ne sont pas coordonnés. En tout cas, pas suffisamment coordonnés. Et on a besoin justement que cette classe ouvrière, cette classe de production des richesses, elles se réunissent à travers les syndicats, mais aussi les politiques, parce qu'il faut ce relais entre syndicats et politiques. On en a besoin, on le voit, on se heurte quasi systématiquement aux lois, aux directives, etc., etc. Donc voilà. Mais il faut absolument que les gens aient confiance en eux et aient confiance en la grève.
c'est un coût la grève, c'est un investissement, mais c'est un bel investissement. Vous n'avez pas placé votre argent sur un livret qui va vous rapporter tant. Non, là, vous allez mettre de l'argent, non pas sur un livret, mais que vous allez perdre, mais vous allez y gagner tellement plus. Je veux dire, par exemple, sur l'exemple des retraites, 2 ans. C'est-à-dire que c'était les 2 meilleures années de retraite, celles où on pouvait espérer en tout cas être en forme, pouvoir profiter de son temps libre pour le coup, où on se retrouve les 2 pires années de travail parce que ce sera les plus dures, ce sera les plus longues, et on se dira en plus, putain, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, et résultat, je travaille 2 ans de plus, quoi. C'est hyper violent en fait, c'est hyper violent. Et c'est vrai que quand on perd de l'argent, déjà tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est une évidence. Mais en tout cas, si je pense qu'on peut tous au moins faire 1 journée ou 2 journées de grève. Et si on le fait toutes et tous en même temps, c'est pas possible d'être que 2 millions dans la rue en fait. On devrait être 10, 15 millions dans la rue. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Je veux dire, alors qui plus est en plus en pleine campagne des européennes, mais tous les gens avec qui on discute, il n'y en a pas un qui vous dit « je suis content de payer mon litre d'essence 2 €, je suis content de payer 3 courses 30 balles, je suis content d'avoir payé 20% de plus sur ma facture d'électricité alors que j'ai baissé mon chauffage de 2 degrés ». Il n'y a rien qui fonctionne. Et pour autant, on n'arrive pas à retrouver ces gens-là dans la rue. On n'arrive pas à les retrouver dans la grève. Pourquoi ? Parce que justement, c'est le problème de ne plus croire en eux, de ne plus croire à la grève, de ne plus croire au collectif. Alors que je suis persuadé que si on s'y met tous, et on tape tous au même moment, mais ça ne va pas durer 1 mois, l'histoire. En 3 jours, c'est plié. Et pour le coup, on pourra vraiment faire la fête, quoi. Ouais. On pourra vraiment faire la fête. Et là-dessus, est-ce que tu peux nous dire un mot de la mobilisation contre la réforme des retraites ? Tu en as dit un mot à l'instant, donc c'est le vol de 2 ans de vie pour tout le monde, avec en plus une réforme qui était contestée à l'Assemblée, dans la rue, 93% des actifs qui étaient totalement contre. Bref, aucune légitimité où que ce soit. Elle a été passée par un seul homme, donc sur une seule décision d'Emmanuel Macron qui caractérise justement la monarchie présidentielle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée la mobilisation, comment tu l'as vécue ? Ça a été une mobilisation unique, particulière, et qui restera pour moi gravée longtemps dans la mémoire, parce qu'on avait tous les ingrédients pour réussir. On avait une unité syndicale qu'on n'avait pas eue pendant des années et des années. On avait l'opinion publique qui était ultra majoritaire pour soutenir justement la contre-réforme des retraites. On avait du monde quand même dans la rue, parce que réussir à mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue, dans un contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec une inflation qui explose, des salaires qui n'augmentent pas, et donc un coût de la vie qui fait que vous êtes pris à la gorge dès le 15 du mois. Je ne vais pas dire que c'était inespéré, mais en tout cas, c'était unique, et c'était quelque chose qui était presque inattendu, parce que ça faisait des années et des années que le mouvement syndical n'y arrivait pas, n'y arrivait plus, en tout cas. Et là, voilà, on sentait cet essor-là. Pour autant, il y a quand même un goût amer qui reste dans la bouche, parce que une fois de plus, on a l'impression qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on aurait pu aller. Il y a cette frustration de ne pas avoir réussi. Moi, je le dis toujours, c'est la rue qui commande, c'est la rue qui gouverne. Ça a toujours été comme ça dans tous les pays du monde. Mais à partir du moment où on n'a pas justement cette masse, où justement la rue ne s'exprime pas, et où beaucoup malheureusement ont fait grève par procuration, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est vrai que je me souviens, en tout cas les plus anciens, on parle beaucoup forcément de 95, nous expliquaient, à l'époque Juppé il avait dit si on met 1 million de personnes dans la rue, enfin si les syndicats mettent 1 million de personnes dans la rue, on est foutu, on plie les Gaules, etc. Là on en a mis plus de 2 millions, et l'autre il est toujours là, droit dans ses bottes, et il veut pas lâcher. Parce qu'il sait pertinemment que finalement 2 millions c'est quoi sur presque 45 millions de travailleurs. Il sait que finalement l'outil de production il continuera à fonctionner et qu'on continuera à créer des richesses. Il sait que l'économie n'est pas bloquée.
Donc et il sait que la chute du lest, en plus, encouragerait après d'autres mobilisations. Et il sait donc il y a une volonté de... une fois qu'il a lâché, une fois, son quinquennat il est fini, et que les gens vont reprendre justement confiance en eux et vont comprendre qu'on peut gagner des choses. Donc forcément, pour lui, c'était un marqueur majeur de son quinquennat. Et je pense que c'est là où peut-être les syndicats ont été peut-être trop timides, ou en tout cas ne sont pas allés assez loin, en fait, dans la mobilisation, ou en tout cas dans leur approche du conflit. Il y a des mots qui aujourd'hui sont tabous et qui ne devraient plus l'être au vu de la situation. Je pense notamment au mot de la grève générale. Je ne comprends pas pourquoi les syndicats n'ont pas appelé à la grève générale. Bien évidemment, ça ne se décrète pas, c'est pas en claquant des doigts qu'on va la réussir. Mais l'impact psychologique d'un appel à la grève générale, dans la tête des salariés, dans la tête des ouvriers, dans la tête des jeunes, mais c'est énorme l'impact que ça peut procurer. C'est énorme l'impact. On se dit, ouais, il se passe quelque chose. On n'est plus dans la grève habituelle où on va aller manifester et puis faire une randonnée pédestre dans Paris. Là, non, on franchit un cap. Là, on prend conscience de ce qui se passe et de l'enjeu qu'il y a derrière. Et malheureusement, on se l'est interdit parce qu'on s'est dit... non, c'est les syndicats, enfin c'est chaque entreprise, chaque fédération, qui va décider, qui va essayer que. Mais face à l'urgence dans laquelle on était, avec l'opinion publique qui nous soutenait, enfin je veux dire, ça faisait des années et des années qu'on n'y arrivait plus non plus sur ce sujet-là. Il fallait tenter quelque chose, il fallait faire ce choc en fait des mots qui auraient peut-être provoqué quelque chose, ou en tout cas. Qu'aurait aidé en tout cas à poursuivre. Qu'aurait aidé. Je suis persuadé que le poids des mots est très important dans un conflit, et encore plus quand on a un monde syndical, un monde ouvrier qui est un peu moribond, qui n'a pas eu de grandes victoires depuis des années et des années. Il y a ce besoin des fois d'un peu d'électrochoc, de provoquer les choses et d'avoir des personnes qui portent justement ce combat. Et j'en profite pour faire une transition. Comment c'est de faire de la politique dans les syndicats? Est-ce que c'est dur de faire de la politique dans les syndicats? Ouais, c'est pas toujours chose simple, parce que forcément, le monde politique, c'est le monde politique, le monde syndical, c'est le monde syndical. Les pratiques ne sont pas les mêmes, les périmètres d'intervention ne sont pas les mêmes, et parfois, dans un même syndicat, vous n'avez pas forcément les mêmes sensibilités politiques qui se côtoient, qui travaillent ensemble. Et donc, voilà, il faut savoir différencier les choses. Pour autant, et c'est pour ça que j'ai aussi fait le choix de m'engager politiquement, sans ce prolongement entre le monde syndical et le monde politique, il va manquer quelque chose à un moment donné. Et justement, ce lien, il est indispensable, il est fondamental même. Parce que si vous voulez qu'à l'Assemblée nationale notamment, mais pas que, on porte justement la voix des salariés, qu'on porte la voix des ouvriers, qu'on porte les avancées essentielles, les avancées sociales que l'on porte, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut bien que justement ce soit ces politiques-là qui le portent. Donc autant faire en sorte que ils aient la vérité des prix et qu'on leur dise réellement ce qu'on a besoin. Parce qu'on se retrouve derrière avec des politiques qui sont pour le coup complètement déconnectés et qui vivent dans un monde qui est surtout pas le nôtre. Bien sûr, ouais. Puis c'est un peu la stratégie aussi des députés insoumis finalement, d'avoir une jambe dans la rue, une jambe à l'Assemblée, pour relayer les luttes sociales, les porter à l'Assemblée, comme ils l'ont fait brillamment pendant la mobilisation de la réforme des retraites. Et là-dessus, Et pour moi, le meilleur exemple et la personne la plus emblématique à ce sujet-là, pour moi, ça restera Ambroise Croizat, voilà, qui était militant syndical, qui a été responsable syndical, qui a été un ministre extraordinaire et qui a mis en place la sécurité sociale. Voilà, il n'y a pas meilleur exemple de ce que doit être justement le monde politique, le monde syndical et ce qui peut cette imbrication. Ouais. Tu l'as dit, il y a des luttes nationales qui ont du mal parfois à déboucher sur des grandes victoires. Est-ce que l'une des solutions, donc, ce ne serait pas finalement le vote aussi, les urnes, pour permettre ce que tu viens de dire, à savoir d'avoir des élus qui portent les luttes au cœur même des institutions? C'est essentiel de participer aux élections et de donner sa voix. Et, je veux dire, il y a des élections aussi dans le monde syndical, des élections professionnelles, qui souffrent, elles aussi, d'un taux de participation qui bien souvent est beaucoup trop faible. Et donc forcément, il y a les élections politiques. Et c'est important qu'on y prenne notre part et qu'on s'exprime. Je l'ai dit tout à l'heure, la grève, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile, ça a un coût financier très important. Là, le vote, c'est quoi? Ça prend 15 minutes de votre journée et vous pouvez changer les choses
du tout au tout. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut se plaindre, se dire que ça ne va pas, et dans le même temps ne pas aller voter. Pour moi, c'est inconcevable. On ne peut pas dire ça va pas, je suis pas content, les politiques ils font rien pour moi, et dans le même temps laisser finalement les autres décider pour eux. Et puis en plus, on a quand même des gens qui ont très bien compris l'intérêt des élections. Et on le voit. Si aujourd'hui, par exemple sur les européennes, il n'y a pas de grande publicité ou en tout cas de grandes campagnes, on va dire, d'inscription sur les listes électorales. Rappelez-vous, le 9 juin, il y aura une élection européenne. Mais c'est parce qu'ils savent que ceux qui ne vont pas voter aujourd'hui, c'est ceux qui sont le plus mécontents et qui seraient le plus à même, en plus, de voter pour la liste de l'Union populaire. Il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens se disent « Ouais, j'ai ma part à prendre ». Et c'est le seul moment où la voix d'un ouvrier, la voix d'un sans-emploi, la voix de je ne sais qui pèse exactement le même poids qu'un Bernard Arnault, qu'un Emmanuel Macron ou qu'un je ne sais qui. On est toutes et tous sur un même pied d'égalité. On ne peut pas faire mieux qu'une élection, en fait. Et il faut en profiter. Il faut s'exprimer. Parce que, pareil, le droit de vote, aujourd'hui, on se dit, c'est acquis, voilà, j'ai le droit de vote, Mais demain, on n'a aucune garantie. Bien on sûr. a toujours ce droit de vote. Et puis on le voit, de plus en plus, le droit de vote, il est réduit à peau de chagrin. Bien sûr. On vote une fois tous les 5 ans. Et puis une fois tous les 5 ans, voilà. Après, pendant 5 ans, on va se manger 50, 60, 80, 49-3. Je fais ce que je veux, j'ai été élu, donc c'est moi qui décide. Ouais, sauf que la démocratie, c'est pas ça. Et je pense que si on faisait justement vivre cette démocratie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bien sûr. Puis on l'a vu récemment avec le refus, l'indifférence des autorités, du gouvernement, pour mener une campagne d'information officielle d'inscription sur les listes électorales, dont la date limite est fixée au 3 mai et le 1er mai en ligne. Et malgré les demandes, les courriers, les appels des Insoumis, notamment Manuel Bompard, à faire une campagne officielle, à demander aux autorités de faire cette campagne, eh bien, la réponse a été lettre morte. Il n'y a pas eu de réponse parce qu'ils savent en fait que l'abstention est finalement l'un de leurs meilleurs alliés, tu l'as dit, pour conserver un pouvoir de domination et pour éviter que l'ordre établi ne soit renversé. Bien sûr. De toute façon, ils ont deux alliés, l'abstention et l'extrême droite. Voilà, c'est leurs deux pieds. C'est la jambe gauche et la jambe droite. Ils savent pertinemment, ils ont peur du peuple, ils ont peur des gens. Et ils sont méprisants avec eux en plus. Parce que souvent, ils leur expliquent que finalement, s'ils vivent mal les choses, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mais en fait, si, ils ont très bien compris, les gens. Ils ne sont pas idiots. Ils savent la vérité des prix. Ils savent les choix aussi qui sont faits. Et donc, là aussi, il faut qu'il se passe quelque chose. En tout cas, dans le peuple de gauche, dans ceux qui croient à un autre monde, à ceux qui croient à la répartition des richesses, à tout ce qu'on a pu avoir comme avancée sociale. Il faut vraiment, voilà, je ne vais pas dire qu'on se prenne par la main, mais en tout cas qu'on se dise, ouais, je vais prendre ces 15 minutes et je vais aller foutre ce putain de bulletin de vote pour faire changer les choses, quoi. C'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on se dise, quoi. C'est pas juste, ouais, je vais peut-être aller voter, ouais, c'est vrai que ce serait peut-être bien d'y aller. Non, là, il y a urgence, quoi. Il y a urgence parce qu'on est en train de casser notre modèle de société. Et en plus, on a l'extrême droite qui est clairement à la porte du pouvoir. On est sur une ligne de crête aujourd'hui. Et sur l'extrême droite, il y avait justement une initiative qui était prévue, je crois que c'était avant-hier à Béziers. Il y avait une manifestation suivie d'un meeting à l'appel de plusieurs syndicats. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce meeting? Comment on démonte l'arnaque sociale du RN aujourd'hui? Comment on démontre et on démonte l'arnaque justement sociale du RN? Le combat contre l'extrême droite, c'est un combat qui lui aussi a évolué et qui est de plus en plus difficile dans le sens où beaucoup se font arnaquer par ce parti qui est aujourd'hui légitimé d'une part par le gouvernement, mais aussi par les médias où finalement ce serait devenu un parti comme les autres, voire même meilleur que les autres. Et faites-leur confiance parce que vous allez voir, eux, ils sont anti-système. Eux, ils vont réellement prendre en compte les problématiques des salariés, réellement prendre en compte les sujets du quotidien, etc., etc. Sauf que quand on creuse un petit peu, quand on gratte le vernis, on se rend compte qu'ils sont toujours aussi racistes
Et toutes les lois d'avancée sociale, que ce soit sur le blocage des prix, sur l'augmentation du SMIC, enfin voilà, sur toutes ces lois en tout cas qui sont pour le coup très sociales et qui concernent l'ensemble de la population, bizarrement ils ont voté contre. Parce que ces gens n'ont rien de social, ces gens n'en ont rien à faire du peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est d'arriver au pouvoir et de mener leur politique absolument nauséabonde, de monter les gens les uns contre les autres. Et c'est terrible de se dire que dans une société où on n'a jamais créé autant de richesses, on n'arrive plus à vivre ensemble et on n'arrive plus à juste se dire que c'est pas parce que son voisin il a une belle voiture que c'est forcément un escroc, que c'est forcément voilà, la personne qu'il faut jalouser. Non. En haut, il se frotte les mains de se dire que justement, le mec qui est au SMIC, il préfère pointer du doigt le mec qui est au RSA, alors que tu as le mec juste au-dessus, je pense notamment à Carlos Tavares, 36,5 millions d'euros. Le mec, il a 2000 ans de SMIC en un an. Et lui on dit rien. Lui, non, on n'en parle pas. Mais c'est terrible cette inversion de pensée, cette manière de se dire que finalement le problème viendrait de l'immigré, viendrait du chômeur, viendrait du petit ouvrier, alors que juste à côté, il y a le mec qui a le paquet de gâteaux complet et qui veut surtout pas partager. C'est ça. C'est toujours cibler l'immigré plutôt que le banquier. Ouais, toujours cette même logique. Parce que c'est très facile en fait de cibler ces gens-là parce qu'on leur donne pas la parole, parce que ils vont pas voter, parce que ils vont pas pouvoir s'exprimer comme les autres ont cette possibilité. Quand on voit un Carlos Tavares, là encore, qui arrive sur un plateau télé et qui explique ah ouais, si vous n'êtes pas content, faites une loi. On sent le mépris. Et il sait que de toute façon, on n'y arrivera pas à imposer une loi avec un écart de salaire de 1 à 20 entre le patron et le petit ouvrier tout en bas. Parce que systématiquement, la Macronie va avoir l'appui du Rassemblement national sur ces sujets-là. Voilà, c'est ça le Rassemblement national. Et je pense qu'il faut vraiment porter ce discours-là, parce qu'aujourd'hui, de juste dire c'est un parti raciste, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que, malheureusement, ils ont réussi à avoir pignon sur rue et à justement lisser cette image-là et faire croire que. Mais sauf que, voilà, quand on regarde la réalité des faits, quand on regarde réellement ce qu'ils ont fait, réellement ce qu'ils votent, là, on se rend compte qu'on comprend mieux pourquoi c'est extrême droite. Voilà. Bien sûr. On l'a vu d'ailleurs avec la loi aussi immigration votée en décembre, en fait. Finalement, quand Marine Le Pen a salué une victoire idéologique par l'adoption de cette loi, on voit bien que les idées d'extrême droite sont déjà au pouvoir. Bien sûr. Elles sont déjà au pouvoir. Et le pire, c'est qu'on est en train de légitimer, en plus, cet autoritarisme qui serait mis en place par ce parti-là. On le sait, ils sont anti-syndicats, ils sont quasiment anti-tout, sauf anti-riches et anti-capitalistes. Donc, et quand on voit un Emmanuel Macron, en tout cas un gouvernement, comme on a eu sous l'ère Borne, qui utilise, je ne sais plus combien de fois, plus de 20 fois en tout cas, le 49.3, on se dit, mais quand ça va être l'extrême droite, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera ça fois 10. Et l'argument, ce sera, mais ils l'ont fait avant moi. Donc je vois pas pourquoi je l'utiliserai pas. Je vois pas pourquoi je redonnerai la parole au peuple. Je vois pas pourquoi je referai des référendums. Je vois pas pourquoi je ferai passer le fait de révoquer des élus qui sont pourris jusqu'à la moelle et qui ont des casseroles aux fesses pire qu'une batterie de cuisine Ikea. Non, non, parce que les autres l'ont fait avant, donc je le ferai. Bien sûr. Et c'est vrai que cette légitimité qu'on donne en fait à l'extrême droite, c'est une perte de repères républicains qui sont terribles. Et en tout cas, moi qui suis de gauche, qui ai toujours milité pour le bien commun, qui me font extrêmement mal et qui me font énormément questionner, parfois même jusqu'à la nature même de l'homme. Parce qu'on se dit, mais comment on peut en arriver à une telle haine de l'autre ? Comment on peut en arriver à se dire que la personne qui a quitté son pays parce que soit il y avait la guerre, soit il y avait la famine, soit il y avait la crise écologique, de se dire que c'est lui le problème, alors que le mec, il a risqué sa vie juste pour essayer de vivre mieux. Bien sûr. Ouais, je me dis, mais à quel moment on peut avoir une société qui a vrillé comme ça et qui s'est dit, voilà,
j'ai pu me montrer humain en fait. C'est une perte totale de l'aspect humain en fait. Bien sûr. Béranger, on arrive à la fin de l'entretien. J'ai une dernière question pour toi. Tu es candidat, mais tu poursuis aussi, comme la plupart des candidats, si ce n'est tous, une activité professionnelle à côté. Comment c'est de concilier l'activité politique, syndicale, le fait d'être candidat, et en même temps d'avoir ton activité professionnelle à côté? Comment tu parviens à concilier ces différentes choses? C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Mais on sait que c'est pour un temps donné. On sait que ça en vaut le coup. Et donc, voilà, on renie sur un petit peu ses loisirs, sur son temps libre. Et on se dit, voilà, je me lance à fond là-dedans parce que j'y crois, parce que j'ai envie d'y croire, parce que je crois encore aux gens, je crois encore à toute cette société qui aujourd'hui mérite tellement mieux. Et donc, voilà, je me dis, faut que je garde quand même un pied au travail, parce que pour moi, c'est essentiel justement de ne pas avoir cette déconnexion avec le monde du travail. Et de l'autre, je me dis, voilà, fais-le parce que ça en vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, comme je le disais au tout début, c'est tellement plaisant d'avoir des gens voilà, qui prennent le temps de discuter avec vous, qui prennent le temps d'échanger, ne serait-ce qu'un merci pour ce que vous faites. On ne se rend pas compte, mais ça fait tellement du bien, en fait, et ça redonne tellement confiance en l'être humain, ce genre de petits moments. Bon, il y a d'autres moments, c'est beaucoup moins glorieux, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, quand on voit le matraquage, par exemple, médiatique qu'il peut y avoir, notamment à l'encontre de la France Insoumise, hein, on se dit, ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et puis vous allez sur le terrain avec votre acte, vous allez au travail aussi, et puis les collègues viennent vous voir, ils font putain, faut être costaud quand même, hein, c'est dur et tout. Tu dis ouais, mais bon, on essaie de tenir bon, ouais, mais de toute façon, faut tenir bon pour nous, lâchez pas. Voilà, et tout de suite, forcément. C'est ça donne de la force de manière extraordinaire. Ça donne de la force, ouais. On le voit dans les réunions publiques, les meetings, partout sur le terrain, les retours des Insoumis sont les mêmes en fait. C'est qu'il y a une fierté d'avoir des représentants, d'avoir des dirigeants, des militants insoumis, des candidats insoumis qui tiennent la tranchée en fait, qui font enlever des têtes. Et qui sont restés droits surtout. Qui n'ont pas essayé un coup à gauche, un coup à droite en fonction du sens du vent, en fonction de machin, de trucs. Non, voilà, on a tenu la ligne, on a tenu la tranchée. Et je pense que ça, ne serait-ce que sur ça, déjà, on ne peut pas nous faire de reproches. Et puis surtout, je pense que les gens, du coup, ils ont confiance en nous. Parce qu'ils savent que quand on va se retrouver en responsabilité, ils savent qu'on tiendra la tranchée et qu'on ira jusqu'au bout de nos idées. Très bien, magnifique conclusion. Merci beaucoup Béranger. De rien.